Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule qui va traiter les systèmes mécaniques oscillants. Dans cette partie, il faut savoir décrire un système mécanique oscillant autour d'une position d'équilibre. Ensuite, on va définir un mouvement oscillatoire ainsi que les grandeurs caractérisant ce type de mouvement. Et on termine par le phénomène d'amortissement et les régimes d'oscillation. En commençant notre chapitre par définir un système mécanique oscillant. Question: quand est-ce qu'un système mécanique oscille? Eh bien, tout simplement, lorsque son centre d'inertie G décrit un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable. Voilà donc, un système mécanique oscillant est un système dont le centre d'inertie G décrit un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable. Donc c'est un mouvement périodique. Maintenant, on va passer à quelques exemples qu'on va traiter ultérieurement. Donc, chaque exemple en concernant son étude dynamique pour établir l'équation différentielle et son étude énergétique. Parmi les exemples, on trouve donc ce qu'on appelle le pendule élastique. Le pendule élastique. Le pendule élastique, c'est tout simplement un système. Donc c'est un système. Donc formé. C'est un système formé d'un solide S, de masse petit m, accroché à un ressort, donc de constante de Reader notée K et de spire non jointive. On va traiter donc le pendule élastique vertical, le pendule élastique horizontal et le pendule élastique incliné. Le pendule élastique horizontal, c'est un ressort donc attaché par un solide S de masse petit m. Ça, c'est le ressort R. Donc, voici le ressort et voici le solide S. Lorsque, donc, je vais écarter, donc le solide S est en équilibre. Je vais écarter, donc le solide vers le bas et on le lâche son vitesse initiale. On constate qu'il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Donc, on dit que le solide oscille. Ensuite, on trouve donc le pendule élastique horizontal. Donc ça, c'est le pendule élastique horizontal et le pendule élastique incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontal. Ensuite, on trouve aussi donc le pendule de torsion. Le pendule de torsion, c'est un système formé d'une tige homogène de moment d'inertie G delta. Donc, suspend à un fil métallique de constante de torsion notée grand C. Donc, c'est un système formé d'une tige homogène de moment d'inertie G delta. Donc, suspendu en son
centre, centre d'inertie G à un fil métallique, de constante de torsion C. Voilà, donc je vais dessiner donc le système. Ça c'est le fil métallique confondu avec l'axe de rotation. Ça c'est le fil métallique. Donc, et ça c'est la tige. Donc, tourne avec un angle θ. Donc ça c'est le pendule de torsion. Et le troisième exemple, c'est ce qu'on appelle le pendule pesant. Et bien tout simplement, le pendule pesant, c'est un solide tourne autour d'un axe fixe, donc ne passant pas par son centre d'inertie G. Troisième exemple, pendule pesant. Donc le pendule pesant, c'est un solide, tourne autour d'un axe fixe, ne passant pas par son centre d'inertie G. Son centre d'inertie grand G. Je considère par exemple ça c'est l'axe fixe. Et ça c'est le système étudié, ça c'est le solide. Le centre de ce solide c'est le milieu de ce segment. Donc le centre d'inertie ne passe pas par l'axe fixe ne passe pas par le centre d'inertie. Donc le solide est en équilibre. Je vais écarter le solide autour de sa position d'équilibre, donc d'un angle θ, et je le lâche. On va voir que le solide oscille autour de sa position d'équilibre. Donc ça c'est le pendule pesant. Voilà, maintenant, donc je vais dessiner ce schéma, donc position d'équilibre, ici le point où se trouve l'axe delta, et ça c'est le système par exemple étudié. Son centre d'inertie c'est G, donc ici c'est donc θ, l'angle pour lequel on fait écarter le système autour de sa position d'équilibre. Il reste maintenant le dernier exemple, c'est le pendule simple. Donc le pendule simple, c'est un cas particulier des pendules pesants. Maintenant le pendule simple. Le pendule simple, c'est tout simplement c'est un objet ponctuel de masse petit m accroché à un fil inextensible et de masse négligeable. Donc, c'est un système formé d'un objet ponctuel de masse petit m accroché à un fil de masse négligeable et inextensible. Voilà. Donc, ça, c'est le fil de longueur petit l. Donc ça, c'est
la masselote ou bien le système ponctuel de masse petit m. On va écarter le solide autour de sa position d'équilibre d'un angle θ. Donc, ça, c'est un fil, ça c'est le fil, et ça c'est le solide. Donc, le solide est en équilibre. Je vais écarter le solide autour de sa position d'équilibre et on le lâche. On constate qu'il va effectuer un mouvement de va-et-vient. On dit que le solide, donc, oscille. Donc maintenant, après avoir donné quelques exemples concernant les systèmes mécaniques oscillants, on passe maintenant, donc, on passe au troisième paragraphe, les caractéristiques donc des systèmes ou bien les caractéristiques qui décrivent donc un mouvement oscillatoire. Donc troisième paragraphe, 3.1, les caractéristiques du mouvement oscillatoire. Donc, avant de donner ces caractéristiques, ou bien les paramètres qui décrivent donc le mouvement oscillatoire, donc je vais tout d'abord commencer par définir un mouvement oscillatoire. Donc, définition, petit a, définition d'un mouvement oscillatoire. Donc, un mouvement oscillatoire, c'est un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Donc, un mouvement oscillatoire est un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Maintenant, on passe aux grandeurs qui caractérisent ce type de mouvement. C'est petit b. Les caractéristiques. Donc, les grandeurs qui décrivent le mouvement ou bien qui décrivent les systèmes mécaniques oscillants sont l'amplitude, la période et la fréquence. Donc, on trouve l'amplitude qui représente la valeur maximale positive de l'élongation. Donc, c'est la valeur maximale positive de l'élongation. L'élongation est repérée soit par x de t, elle est repérée soit par x de t ou bien par θ de t. Dans le cas où l'oscillation est rectiligne, on utilise x de t. Donc, oscillation rectiligne. C'est le cas des pendules élastiques. Ou bien par θ de t. Dans le cas d'une oscillation circulaire. Donc, c'est le cas des pendules simples, le pendule pesant et le pendule de torsion, puisque ce sont des mouvements circulaires. Maintenant, on passe. Donc, je vais par exemple représenter un schéma permettant de déterminer donc la valeur maximale ou bien l'amplitude. Voilà. Donc, je vais dessiner un schéma, par exemple, en fonction du temps. Ça, c'est l'élongation soit x de t ou bien θ de t. Voilà. Très bien. Donc, la valeur maximale, donc ça, cette valeur décrit ce qu'on appelle x max. Ou bien dans le cas de θ, c'est θ max. Ici, c'est moins x max. Donc,
l'élongation x de t et oscille entre deux valeurs extrémales. La valeur maximale x max et la valeur minimale moins x max. Donc x de t est compris entre moins x max et plus x max. La même chose pour l'élongation θ. Donc θ varie entre moins θ max et bien sûr θ max. Maintenant la deuxième grandeur qui caractérise donc les systèmes mécaniques oscillants, on trouve la période t. Donc la période t, c'est tout simplement donc la durée nécessaire pour effectuer une oscillation, c'est-à-dire la durée nécessaire pour effectuer le va-et-vient. Donc le va-et-vient, c'est une période. Donc notre t, elle s'exprime en secondes, et pour la déterminer graphiquement, c'est donc la durée séparant deux valeurs maximales. Donc cette valeur et celle-là, donc ça c'est ct. Ou bien entre ce point et ce point, c'est aussi ct, c'est la période. Ensuite, la fréquence. Donc la fréquence notée f. Donc la fréquence, c'est tout simplement donc le nombre de périodes pendant une seconde. Donc f, c'est l'inverse de la période. Elle s'exprime en hertz, puisque t s'exprime en secondes. Donc lorsqu'on calcule la période, donc je vais trouver la fréquence. Maintenant on passe au dernier paragraphe. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'amortissement. Le phénomène d'amortissement. Donc, lorsque, par exemple, l'amplitude diminue au cours des temps, on a vu dans les oscillateurs électriques que l'amplitude des oscillations diminue au cours des temps à cause des phénomènes de frottement, des phénomènes d'amortissement dus à la résistance. Donc, il y a dissipation d'énergie par effet de Joule. Donc, la même chose ici, je fais l'analogie donc avec celle vue dans l'électricité. Donc, quatrième paragraphe, c'est ce qu'on appelle phénomène d'amortissement. Phénomène d'amortissement. Donc, le phénomène d'amortissement est dit tout simplement le cas où il y a donc existence des frottements. Par exemple, si je prends donc le pendule simple, lorsque je vais écarter donc de sa position d'équilibre, il va effectuer un mouvement de va-et-vient. Un certain temps, donc il va revenir à sa position d'équilibre. Donc le système, donc l'amplitude diminue au cours des temps, c'est ce qui est dû à l'existence des frottements. Donc en présence des frottements, c'est-à-dire si on fait tenir compte les frottements, donc l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Diminue au cours des temps. On dit que les oscillations sont amorties. Donc c'est le phénomène d'amortissement. Donc selon bien sûr le type de frottement. Donc c'est le frottement sans solide. Donc on constate que l'amplitude diminue linéairement. Et c'est les frottements sans fluide, donc l'amplitude diminue exponentiellement. Donc on distingue deux types de frottements. Donc on distingue deux types de frottements. Deux types de frottements. Bien sûr, il y a les frottements solides. Donc frottement solide,
c'est-à-dire lorsque le système mécanique oscillant, c'est-à-dire l'oscillateur, est en contact avec un solide. Lorsque l'oscillateur est en contact avec un solide. Dans ce cas, donc on constate que donc l'amplitude ou bien l'élongation, soit x de t ou bien θ de t, décroît linéairement. Voici donc les oscillations. Donc les ventres appartiennent à une droite. On dit que l'amplitude décroît linéairement. Donc ça c'est donc lorsqu'on a frottement solide. Le second type de frottement, ce sont les frottements fluides. Les frottements fluides. Dans ce cas, lorsque l'oscillateur est en contact avec un fluide, c'est-à-dire soit avec un liquide ou bien avec un gaz. Donc, on constate qu'aussi, donc, l'élongation x ou bien θ, donc l'amplitude des oscillations décroît, mais dans ce cas, exponentiellement. Donc, voici donc les oscillations. Donc, les oscillations décroît, donc se forment d'une exponentielle, moins lambda de t. Voilà. Donc, ce sont les deux types de frottement qui caractérisent les oscillations. Et bien sûr, je vais raisonner sur est-ce que les frottements sont faibles ou bien sont importants. Lorsque les frottements sont faibles, donc on obtient ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Donc, c'est la dernière partie de ce cours. Donc, si les frottements sont faibles, donc on obtient ce qu'on appelle, donc on obtient un régime pseudo-périodique. Bien sûr, de pseudo-période, notez donc T. Donc ça c'est, voilà, donc, voilà. Donc la pseudo-période, c'est cette valeur. Ça c'est Ct. Et on a vu dans l'électricité que la pseudo-période est égale à peu près à la période propre. Donc ici, le régime pseudo-périodique obtenu lorsque les frottements sont négligeables. Mais c'est les frottements sont importants, c'est-à-dire sont trop grands. Dans ce cas, donc on obtient un régime appelé régime apériodique. C'est-à-dire, donc, l'oscillation atteint la valeur 0 avant que le système oscille. Voici, donc l'amplitude de l'élongation x en fonction de t ou bien t en fonction de t, donc l'amplitude atteint la valeur 0 avant qu'il oscille. Donc ça c'est ce qu'on appelle régime, ça c'est le régime apériodique. On obtient le régime apériodique lorsque les frottements sont importants. Donc maintenant, on va étudier chaque système mécanique oscillant en ce qui concerne son étude énergétique et son étude dynamique.